Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi, c'est DevTom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et la maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865, rendez-vous compte. C'est aussi maintenant, c'est aussi maintenant une boutique en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Bruno. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thomas, et aujourd'hui, on va changer un petit peu nos rôles. Ah bon et oui, je te pique ta place, si tu veux bien me la laisser en tout cas. L'objectif étant de te découvrir un petit peu plus, toi aussi, pour le lancement de la saison 2 du podcast. Ça me fait très plaisir, et déjà 1 an, ça s'est passé une vitesse. Ça passe trop vite. Hein. Ouais, vraiment, c'est incroyable. C'est terrible. Eh bien, merci pour le geste, ça me fait plaisir. Eh bien, avec plaisir. Ça va faire drôle aussi. C'est ça fait drôle. Hein. On se sent toujours mieux à sa place habituelle, je comprends. Oui. Nos auditeurs te connaissent comme le podcasteur de Panajou, mais tu n'es pas que ça. Oui. On est d'accord. Tous ne te connaissent pas forcément pour ton travail photographique et ignorent qu'en plus d'être un grand type sympathique avec toujours une casquette vissée sur la tête, tu es un excellent photographe. Merci. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour eux et nous en dire un peu plus que podcasteur de Panajou ? Effectivement, oui, avec plaisir. Effectivement, je ne suis pas que animateur podcast, même si je dis à chaque fois que je suis photographe, mais je n'ai jamais développé. Je suis photographe, plutôt portrait, on va dire, mise en scène, un peu de mode aussi. On va peut-être un peu développer, mais en tout cas, principalement, je me dirais que c'est ça. Je suis de base vidéaste. Ça fait presque 20 ans, je pense que ça fait 18-19 ans que je fais de la vidéo. Oui, donc une belle culture de l'image, bien ancrée. Voilà, et la photo depuis 2017-2018, quelque chose comme ça. Okay. On pourra en reparler, mais c'est en fait un trop-plein de la vidéo qui m'a fait arriver à la photo, et là j'ai eu un coup de cœur immense pour la photographie. Pour l'image fixe ou pour la technique et qu'est-ce qui t'a amené là ? Je pense que c'est un peu des deux. C'est à la prise de vue, quelque chose de plus reposant, de la philosophie de la photo m'a beaucoup plus attiré que la vidéo où il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte sur le mouvement notamment, et sur le montage qu'on doit malgré tout avoir en tête sur le découpage. Donc quelque chose de plus apaisant sur la prise de vue et aussi l'image fixe parce que je dis souvent que j'ai beaucoup plus appris la mise en scène en photo qu'en vidéo. C'est surprenant ça. Oui, c'est surprenant, mais en tout cas j'en ai fait l'expérience parce qu'en photo tu dois être limpide sur une seule image. Si tu veux raconter quelque chose, si c'est un portrait, c'est un portrait, mais je veux dire si tu fais un peu de mise en scène, tu vas devoir être très limpide en une seule photo. Je mets de côté volontairement tout ce qui est série photo. Bien sûr. Mais du coup, oui, c'est une étape qui m'a plus appris la mise en scène que la vidéo. Alors, comme on fête les 1 an du podcast, je vais en profiter pour revenir sur certains épisodes, profitons-en. Oui. Le dernier en date, avec Thomas Voller, tu as beaucoup parlé avec lui d'univers cinématographique. Et lui, tu as beaucoup parlé de quelque chose qui m'a surpris à titre personnel et qui avait l'air plutôt normal pour toi. Le fait de regarder des films de réalisateurs que tu peux apprécier, ou pas d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi, sans le son et en étudiant la découpe de l'image, la composition, la lumière, quasiment image par image. C'est quelque chose que j'ai jamais fait moi, parce que jamais vraiment attiré par autre chose que l'image fixe, même si j'apprécie une bonne séance de cinéma, je te le cache pas. Mais du coup, ça m'intrigue. C'est quelque chose que tu fais toujours ou que tu as plutôt fait dans ton approche vidéaste photographique ? C'est quelque chose que j'ai fait, que je fais plus aujourd'hui. En fait, c'est vraiment un exercice de style parce qu'on ne regarde pas un film sans le son pour le plaisir, juste c'est vraiment de l'analyse. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans le cinéma et dans la vidéo par extension, c'est que le son est... alors, je sais pas, selon les vidéastes, on est plus ou moins d'accord, mais on va dire que c'est du 40-60. 60% vidéo, 40% le son, dans l'importance que ça a sur l'impact sur les gens. Je comprends, ça donne aussi toute une ambiance. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup, si on enlève le son, on est... en fait, quand on regarde un film, on est pris par l'image et par le son. Et l'immersion, elle est beaucoup donnée aussi par le son. Donc si on enlève le son, tout d'un coup, on va être beaucoup plus concentré sur l'image pour comprendre ce qui se passe. Et si tu es dans cette recherche d'analyse, tu vas beaucoup plus comprendre le découpage, le montage, le rythme. Et si un film est lisible, surtout si tu l'as pas vu avant, est lisible sans le son, c'est qu'il y a eu un formidable travail de découpe et de montage et de mise en scène. Donc c'est un exercice de style qui est important quand on apprend la vidéo, notamment. C'est super intéressant. Et c'est quelque chose que tu
peut appliquer aujourd'hui à la photo sur de la recherche de photographes, sur la visualisation d'expositions, de livres aujourd'hui? Est-ce que tu as gardé cette image analytique ou est-ce que tu regardes des photos pour le plaisir? Les deux. Ouais, mais alors, très récemment, je dirais depuis 2-3 ans, j'achète beaucoup de livres. Je suis devenu boulimique. D'ailleurs, avec Nicolas Sauron, on en avait parlé parce que lui aussi, il collectionne beaucoup les livres. Et j'ai toujours consommé l'image. Alors, je dis consommer, c'est pas un joli mot, mais j'ai toujours regardé l'image avec beaucoup de plaisir. Et depuis que je me suis mis vraiment très sérieusement à la photo, parce que je m'amuse, mais j'en fais une pratique vraiment très sérieuse, je me suis éduqué à la photographie et donc au grand nom de la photographie. J'ai commencé à acheter du livre et c'est vrai que quand je regarde les livres, j'ai un regard analytique, comment ils ont composé, la lumière, surtout aussi, voilà, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont travaillé au flash, en lumière naturelle, comment ils ont placé les modèles, ces sujets, etc. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse toujours autant. Ok, c'est chouette comme approche. Ouais. Je trouve que dans ton univers actuel, tu as toujours d'ailleurs cette patte très cinématographique. Moi, je t'ai découvert il y a quelques années avec ta série d'affiches de films que j'ai trouvé absolument génial. Pour moi, tu crées un univers complet, tu as presque le scénario du film en tête quand tu crées l'affiche. Alors, je ne sais pas si c'est le cas et je suis curieuse d'avoir ton retour, mais ça montrait pour moi presque une étape intermédiaire entre ton passage de la vidéo à la photo. Est-ce que c'est le cas ? Et est-ce que c'est ça qui t'a poussé à aller sur de l'image fixe aussi ? Là aussi, pour le coup, on revient sur une conversation que tu as eue sur le tout premier épisode avec Christophe Brachet. Oui, effectivement. Vous parliez d'affiches de films et où vous étiez tous les deux un peu dépités parfois du manque d'originalité des affiches de films. Et du coup, je suis assez curieuse de savoir pourquoi cette série. Est-ce que c'est le passage entre la vidéo et la photo ? Est-ce que c'est les affiches que tu pouvais voir qui t'ont déçu ? Pourquoi ? Alors, un peu tout à la fois. Déjà, disons que le poster, c'est vraiment... je me suis toujours intéressé aux posters. Depuis tout petit, je collectionnais les affiches de films. T'en avais plein dans ta chambre, accrochées partout jusqu'au plafond. Même une malle que ma mère m'avait donnée avec plein d'affiches format carte postale. J'ai toujours adoré les posters. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu au fur et à mesure du temps, mais il faut quand même bien l'avouer, le poster a toujours répondu à un cahier des charges que les studios listent, et ça donne parfois des posters pas très beaux, et d'autant plus aujourd'hui, parce que l'affiche est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années, parce qu'avant c'était l'outil promotionnel. C'est vrai, c'était le principal outil de communication. Ah oui, vraiment, on le voyait dans la rue, on le voyait un peu partout, dans les magazines. Aujourd'hui c'est sur internet, ça va être des teasers, des vidéos, etc. Donc l'affiche a déjà beaucoup moins d'importance, les studios ont moins d'argent, ils s'en fichent un peu plus. Et alors en ce qui me concerne, moi du coup, passionné d'affiches de films, j'adore ça. Et moi, c'est le chemin inverse que je faisais. Je m'imaginais pas forcément un scénario à la prise de vue, mais quand j'avais une image devant moi que j'avais retouchée, je me disais, tiens, ça ferait un poster super cool. Et je me suis amusé au début à mettre juste un titre et à imaginer qu'est-ce que ça pourrait raconter comme film et créer le titre en fonction, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une série de posters. Ça a bien duré 1 an ou 2 ans où j'en ai fait plein. Et j'en fais moins aujourd'hui, voire plus du tout. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est fini, j'en vois plus passer. En fait, je m'y suis lassé parce que l'exercice de style, j'ai tourné en rond. Je faisais la même chose tout le temps et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas... Enfin, en tout cas, ça m'intéressait plus tant que ça. Mais au cas par cas, des fois, j'ai un petit relan. Selon l'inspiration, il peut y avoir une image qui te fait tilter un peu plus qu'une autre. Puis un truc que j'aime bien, c'est les mots sur une image. Ça, c'est un peu c'est le poster, mais c'est aussi les magazines. J'ai toujours eu un amour sur les mots, les bons choix de mots. Sur une image, ça peut avoir un impact assez fort. Un peu comme le son sur une image au cinéma, en fait. On est dans le même principe. On vient d'un seul coup donner une ambiance différente à l'image parce qu'on resserre l'imagination sur un thème donné. Effectivement. C'est intéressant. Tu travailles beaucoup avec un certain nombre de jeunes femmes que tu appelles tes muses. Ce que je trouve un très joli mot pour les décrire. Elles semblent être une source d'inspiration sans fin pour toi. Est-ce que c'est le cas? Ça a l'air en tout cas. Mais surtout, qui sont-elles? Ne sont-elles que tes muses? J'ai l'impression que vous avez une relation qui est hyper puissante. Elles te font une confiance aveugle. C'est absolument génial de voir ça. J'ai beaucoup de chance, oui. Alors, je catégorise pas toutes mes modèles de muses, mais c'est vrai qu'il y a un petit groupe. D'ailleurs, je les ai rassemblés dans une série que j'appelle All Star. Mais je peux les nommer. C'est Elisabeth Schumacher, Xenia Timonin, Cléo Laban, que tu connais, Olo aussi, que tu connais. Et Juliette Elisabeth, qu'on connaît bien aussi. Oui, Elisabeth qui a travaillé, c'est vrai, pour Panajou. Effectivement, ce groupe, alors, c'est pas anodin. Je les ai rencontrés très curieusement la même année, en 2020.
pendant la période de Covid en plus. Oui. C'est plutôt, pas le plus, plus facile plutôt curieux. comme moment. Ouais. Et c'est vrai que j'ai développé un lien avec elle vraiment spécial. Non seulement il y a eu un espèce de coup d'éclair qui fait qu'elles ont eu un impact sur mon travail. Ça a été un moment charnière où j'ai vraiment évolué dans un certain sens. Et elles n'en sont pas du tout étrangères, parce qu'elles m'ont apporté beaucoup d'inspiration. Et en plus de ça, hors photo, c'est des personnes avec qui je m'entends très bien, avec qui j'ai développé un lien. Aujourd'hui, je les appelle un peu mes petites sœurs aussi, tu vois. Donc, c'est mignon. Oui, voilà. C'est vrai que tu fais un bon grand frère. Hein. Oui, il y en a même une qui m'appelle papa. Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est, voilà, du coup, on a beaucoup travaillé ensemble, séparément, elles ensemble. Et j'en ai même fait... j'ai développé une série de personnages monochromes où je les ai... elles ont toutes une couleur, elles ont... J'allais t'en parler, c'est absolument génial. Non, mais c'était ma question suivante, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Oui. Tu viens encore de sortir une nouvelle série. Je trouve ça fantastique, parce que j'ai pas l'impression d'être juste devant des photos. Pour moi, c'est entre un travail de photographe, un travail de plasticien. Je sais pas trop où te situer sur cette série. Et j'ai l'impression, à chaque fois que je regarde d'une de ces séries, d'être dans un autre univers, littéralement. Alors je sais que ça te fait grincer des dents, mais certains t'ont parlé d'Avatar, par exemple, pour comparer... c'était qui d'ailleurs en bleu C'était Juliette. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que la scénographie est complètement dingue et on a vraiment l'impression que tu nous embarques dans une autre planète. Alors bon, c'est pas de bol, t'as sorti cette série bleue sur Juliette pile poil au moment de la sortie du dernier Avatar, donc c'est vrai que même année, c'était... Je suis désolée pour toi, en effet le rapprochement a été fait, mais je trouve que le travail que tu fais est complètement dingue, tu le fais pas tout seul. Oui, je vais y venir. Oui. Voilà, ça c'est important d'en parler aussi, parce qu'il n'y a pas que de la photo, il y a un travail de... Je sais même pas comment l'appeler, de maquillage. J'ai une artiste. C'est même, ça va plus loin que ça, hein, c'est vraiment dingue. Pour ceux qui l'ont pas vu, on s'embarque vraiment dans des univers complètement différents. Comment ça se passe dans ta tête ? Ça vient d'où ? tu te réveilles un matin en ayant rêvé de ça ? Raconte-moi, parce que... Oui, je sais pas, je suis pas tout seul dans ma tête peut-être. J'ai l'impression qu'il y a du monde là. Non, mais je pense que c'est très cinéma. On parlait d'Avatar, c'est pas tant que je le prends mal, c'est que... C'est forcément, on voit un personnage bleu. Mais je le comprends en même temps, il y a une référence culturelle très forte. C'est une sacrée référence en même temps. Oui. Hein, bon. Et James Cameron est un de mes réalisateurs préférés. Donc je le prends pas mal du tout. Mais comment ça... Encore une fois, ça vient d'elle en fait, dans le sens où j'avais envie de travailler sur une série d'elle ensemble, mais séparément. Ça a commencé avec Elisabeth en doré, sur la dune du Pilat. Et en fait, cette idée, à la base, elle a évolué pendant 1 an. À la base de la base, c'était je voulais attribuer une couleur pour chaque personne. Et j'ai réussi à leur attribuer à chacune une couleur qui correspondait à leur personnalité. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est ce qu'elle te... c'est ce à quoi elles te font penser, c'est ce qu'elles t'inspirent. Ouais. Tu fermes les yeux en pensant à Juliette et tu penses à une couleur, tu fermes les yeux en pensant à Cléo et tu vois autre chose. Oui, c'est ce qui se passe. Ouais. Alors, pour des raisons différentes pour chacune. Par exemple, pour Elisabeth, c'est quelqu'un de très chaleureux, donc le doré me paraissait une évidence. C'est vrai qu'elle a un côté très solaire, ça lui va bien. Très le doré. Solaire. C'est vrai. Xenia, qui est tout le temps habillée en noir, qui a un très fort goût pour l'architecture, pour les belles choses carrées, pour les objets. Donc je l'ai mise en noir, ça me paraissait assez logique. Juliette Vicens, on se perd dans ses yeux bleus, donc le bleu m'est venu très vite. Olo, je l'appelle Roro, moi. Roro, elle est en rouge, mais c'est une personne très volcanique, très... Oui, elle est très passionnée au sens propre du terme. Et puis pour finir, Cléo. Alors Cléo, c'est un petit peu différent, c'est la dernière à être passée. Le vert, c'est pas forcément la couleur la plus évidente, mais il se trouve, et elle s'en est même pas rendue compte, qu'elle porte tout le temps du vert, ou très souvent. C'est drôle. Et du coup, je l'ai imaginé forcément en vert par rapport à ça, tu vois. Donc c'est vraiment pour des raisons assez différentes. Et ça lui va plutôt bien. Elle a un côté assez nature, au sens de la personne et pas de la terre, même si je connais pas ses convictions. Voilà. Mais elle a un côté très nature. Ça lui va bien d'être en vert, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Et ça fait ressortir quelque chose en elle qui est vraiment chouette. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça a évolué parce que là, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire imaginer une couleur par fille. Et au fur et à mesure, et là j'ai pas encore fini le travail, je vais raconter. En fait, c'est 5 personnages racontent une histoire. Okay. Et je vais le raconter en poésie un petit peu plus tard.
Je suis en train de l'écrire là. On te découvre de nouveaux talents. Oui. Toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Et donc oui, par contre, chose importante, tu le soulignais. Tu ne travailles pas tout seul sur cette série. Je ne suis pas tout seul, voilà, exactement. Et je suis accompagné de Margot Sabin, qui est une artiste plasticienne, et qui s'occupait du maquillage pour Xenia. Même ça va un peu plus loin, parce qu'elle lui a fait les cornes, les pics sur le dos. C'est ça, c'est complètement dingue. C'est pour ça que je ne savais même pas comment appeler ça. C'est pas du make-up. Ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. Tu crées un personnage. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que j'ai aussi l'impression que tu sors un peu de ta zone de confort. Tu as un angle un peu différent sur cette série-là que sur les autres, je trouve. Tu vas un peu plus chercher de détails aussi. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que ça devient naturellement? Est-ce que c'est réfléchi? Plus ou moins, je pense que surtout ce qui dénote par rapport à mes photos d'habitude, c'est que je fais souvent du portrait et des choses qui racontent pas forcément une histoire. Même s'il y a une charge émotionnelle, tu vois, ça reste des photos simples. Et là, j'essaye de raconter une histoire et j'essaye de les mettre en scène. Et mettre en scène, c'est... j'en parlais tout à l'heure, tu vois. Ça se rapproche du côté cinéma. Donc je pense que ça apporte un peu plus aux photos et que du coup, ça démarque de ce que je montre d'habitude. Et alors, du coup, tu vas poser des mots sur cette série. Ça, c'est le scoop du jour, j'en apprends. Oui. Tu n'as pas idée de poser de la musique sur, je l'ai déjà fait. Sur des séries aussi? J'ai fait la série Cube, qui est une série en noir et blanc. Que j'ai regardé sans le son, a priori, parce que je connais la série, mais j'ai en fait, pas eu de son. Non, mais c'est moi peut-être. T'as peut-être vu les photos, pas la vidéo. Ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, cette série elle était complexe à mettre en place parce que il fallait que je prenne les photos et la vidéo en même temps. Donc il faut splitter son cerveau en deux, c'est très compliqué. Pas que le cerveau d'ailleurs, a priori. Oui, avec le... Bon bref, du coup j'y suis arrivé quand même. Mais pour la vidéo qui est disponible sur YouTube, j'ai composé de la musique. Okay. C'est la première et dernière fois que j'ai fait ça pour le coup. Génial. Donc voilà, je peux répondre oui, je l'ai déjà fait. Je vais comme tous nos auditeurs aller chercher donc le Cube de Deftom sur YouTube pour avoir la musique que j'avais pas. J'adore la série d'images, en effet. J'ai pas vu la vidéo, je suis navrée. C'est pas grave. Mais pour moi, les photos ont plus d'importance d'ailleurs. Donc, c'est vrai, c'est drôle. Mais je suis assez curieuse, en effet. Alors, je me dis déjà que dans ton univers, on retrouve tes muses, en effet, beaucoup. On retrouve beaucoup l'eau aussi. Alors, c'est peut-être parce que tu vis pas très loin et que c'est un élément qui te parle. Un peu lié. Il y a peut-être un peu de ça. Ouais. Et qu'on est dans une région qui permet aussi ça assez facilement. Mais c'est vrai que tu arrives à créer toujours avec ces éléments qui sont pas très éloignés, en fait, les uns des autres. Tes muses, l'une, l'autre, parfois plusieurs en même temps. Toujours ce paysage où on a du sable, de la dune, de l'eau, des vagues en arrière-plan. Et tu arrives à créer des univers complètement différents. Parce que tu crées, c'est hyper intéressant. Merci. C'est assez inspirant parce que tu disais tout à l'heure que sur les affiches de films, par exemple, tu avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Je pense que pour beaucoup, quand on a fait 10 séries ou 10 sorties sur le bassin avec la même fille, on a fait le tour. Ça n'a pas l'air d'être ton cas. Non. Je me casse le cul, je veux dire. je sens le... Non, pas du tout. Non, c'est compliqué, oui, effectivement, parce que je suis au même endroit qui m'inspire, malgré tout. Oui, c'est ce que j'allais te demander. T'as pas envie d'en sortir? T'as pas envie d'aller faire un trip dans les montagnes pour avoir d'autres paysages? Ça te fait envie ou t'as envie de rester T'as pas encore fait le tour et t'as envie de continuer? J'en aurais jamais fait le tour, je pense, jusqu'à ma mort. C'est beau, ça. Non, vraiment, parce que ça m'inspire quand même suffisamment. Il y a ce côté minimaliste qui me plaît beaucoup, beaucoup. En fait, c'est mon grand studio, la plage. Oui, parce que c'est des aplats très... c'est des grands aplats de sable ou d'eau, des grandes étendues, et ça me permet de tricher, j'allais dire, pas vraiment, mais c'est mon grand studio, en fait. Là où un photographe en studio... Tu vas faire rêver plusieurs photographes, là, quand même. C'est pas mal comme studio. C'est pas mal comme studio. C'est pas facile. C'est vrai. Il faut faire avec les éléments, la météo, voilà. Donc c'est quand même un studio un peu compliqué à appréhender, mais en tout cas, c'est ce que j'aime. Mais j'aimerais aller ailleurs, mais c'est plus compliqué à organiser. Oui, c'est sûr. Sur un dimanche, c'est un peu plus facile d'aller pas très loin de chez soi. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il faut dire que tout ce que je suis en train de parler, c'est de l'autoproduction. Donc je le fais pas pour quelqu'un, pour un client. Tout ça, c'est du travail autoproduit. Donc oui, aller à côté ailleurs... à côté de ça, tu as un métier, un autre. Oui. Voilà, donc il faut gagner de l'argent à côté. Oui. Il faut se faire plaisir. Il faut assouvir ses passions et ça en fait partie. Effectivement. Donc, ouais. Mais oui, en effet. Mais j'aimerais aller ailleurs, oui, beaucoup. Notamment aux États-Unis. J'en rêverais. Pas mal, ça. C'est pas mal un trip avec les filles, là. Elles doivent être hyper fun, en plus. Oh là 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 là. Ça promet. Tu t'ennuierais pas.
Non, mais je reviens de avant-hier, j'ai fait la saison 3 de All Star. Ouais. Bon, elle sera sortie d'ici que le podcast sortira, je pense. Et elles m'ont vidé de mon énergie. Ah oui, j'imagine. Elles sont terribles. Hein. Moi, je les ai jamais toutes en même temps, mais déjà une par une, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, Émilie, qui écoute ce podcast, d'ailleurs, coucou Émilie. Émilie Echen, que j'ai interviewée ici pour ce podcast, elle était là pour me filmer. Et elle me fait, mais je sais pas comment t'as fait, parce qu'elles étaient survoltées. Photographe est un métier difficile, sachez-le. Oui. En parlant de photographe, tu disais tout à l'heure que tu collectionnais des livres. Tu en regardes beaucoup, tu en collectionnes beaucoup. Je crois savoir que tu as quelques photographes dont tu admires particulièrement le travail. Oui. Alors moi j'en ai quelques-uns en commun avec toi, Helmut Newton par exemple, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peter Lindbergh aussi, que j'admire. Voilà. Tu en as quelques-uns à nous citer que pourraient découvrir certains de nos auditeurs. Ah, déjà, Peter Lindbergh, c'est le best. C'est le best pour moi. Vraiment, c'est avec lui que j'ai commencé à acheter du livre, d'ailleurs. Ah, génial. J'en ai quelques-uns aussi. On les comparera. Different Way of Fashion Photography. Celui-là, déjà, c'est la base quand on s'intéresse à Peter Lindbergh. C'est un coup de cœur, hein, Peter Lindbergh. Tu me demandes d'en citer d'autres, je pourrais, mais vraiment, lui, c'est le coup de cœur qui m'a fait même changer ma façon de travailler. Génial. Donc, si tu dois en garder qu'un, c'est lui. Ah oui, vraiment. Et en plus, il y a ça va aussi sur son sens esthétique de la photo, mais aussi ses valeurs pour les femmes qui en fait, je suis rentré en résonance avec sa philosophie, donc c'était hyper intéressant. Mais Helmut Newton, j'aime beaucoup. Il m'inspire pas directement, mais par contre, son œuvre me nourrit beaucoup. Annie Leibovitz, que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui d'autres. Après, ça va être aussi des réalisateurs de cinéma, des directeurs de photographie de cinéma aussi. James Cameron, tu disais tout à l'heure. James Cameron, un immense cinéaste. Steven Spielberg, pour son cinéma très chaleureux. Et le dieu Stanley Kubrick. C'est la base. Ah oui, c'est la base, immense. Alors, lui aussi, je me demande ce qui sort de sa tête et comment ça peut sortir de sa tête de temps en temps. Il y a quand même des choses assez folles. Oui, surtout qu'il n'a pas fait beaucoup de films avant de mourir. Il en a fait 13. Et c'est 13 chefs-d'œuvre, c'est du sans faute. Et puis le mec fait tout, il faisait tout, parce qu'il est mort. Mais je l'ai étudié, hein, j'ai beaucoup de livres sur lui. Je crois que le cinéaste que j'ai le plus étudié. Et, donc tu as regardé tous ses films sans le son. Ouais. Non, pas tous ses films sans le son. J'ai regardé Shining sans le son, par contre, il y a longtemps. Oui, c'est pas si mal sans le son. Et ça fait toujours aussi peur. Hein. Non, c'est une vraie leçon. Je suis pas sûre d'avoir envie de retenter l'expérience sans le son, avec ou sans d'ailleurs. Je pense que je l'ai vu trop jeune, ça m'a traumatisée. Oui, mais c'est normal. C'est possible. Concernant ces photographes, tu arrives à regarder ce qu'ils font, à t'en inspirer sans copier, à te nourrir en fait de ce qu'ils font. Pour augmenter ton imaginaire, aller un peu plus loin sans empiéter sur le leur? Ou est-ce que ça a été un exercice difficile? Parfois on a tendance à nos débuts surtout à vouloir reproduire, et d'ailleurs c'est une bonne manière d'apprendre avant d'aller plus loin. Est-ce que c'est ton cas aussi? Oui, c'est mon cas. Alors c'est difficile parce que j'ai pas assez de recul, je pense, pour savoir si j'ai copier ou pas copier, c'est toujours difficile à dire, mais je pense on parlait de Peter Lindbergh, c'est indéniable qu'à un moment donné j'ai cherché à faire du Peter Lindbergh. Le coup de cœur était tellement fort. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du noir et blanc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de rechercher cette esthétique très élégant comme Peter Lindbergh. Par chance, il photographiait beaucoup à la plage, il photographiait beaucoup au Touquet, donc ça j'ai pas eu besoin de le copier, j'y étais déjà. Il y a forcément quelque chose entre vous. Effectivement. Sinon, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question, mais oui, évidemment qu'il y a des œuvres qui m'inspirent et qui me donnent envie de, pas forcément copier l'image exacte, mais de recréer l'ambiance. De t'inspirer du style un peu plus. Mais j'essaye toujours d'apporter quand même quelque chose, ma patte ou ma sensibilité. Copier pour copier, c'est pas un exercice que je fais en photographie. Non, c'est parfois difficile de trouver la bonne balance entre s'inspirer d'eux et presque rendre hommage aussi, il y a de ça. Je l'ai fait ça d'ailleurs. C'est plutôt chouette. Hein. C'était une série en 2021 que j'avais fait avec Xenia et Olo. Et mon but, c'est très difficile cet exercice, c'était de fusionner Peter Lindbergh et Helmut Newton. Parce que pour moi, c'est deux photographes presque opposés. Ça me paraît antinomique comme ça. Mais c'était, je tenais à le faire et j'en ai fait une série KSXO.
pardon, qui est disponible sur mon site internet, je crois, ou sur Instagram, bref. Donc j'ai eu ce type d'exercice quand même qui est intéressant à faire, mais toujours dans la volonté aussi d'apporter un petit peu ma patte, tu vois. Voilà, donc ça m'arrive. Moi, je me rappelle que quand oui, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Je me rappelle de la musique notamment, quand mes premières expériences créatives, c'était par la musique, parce que j'ai appris la basse, la guitare. Et je me rappelle qu'avec mon groupe de l'époque, on faisait ce qu'on appelait des reprises. Bien sûr, tous les on commence par apprendre des morceaux qui existent, effectivement, avant d'imaginer composer un jour. Mais... Effectivement, et ça nous choque beaucoup moins en musique. Et pourtant, en photo, je pense que c'est pas... Non, c'est vrai, j'avais jamais fait ce rapprochement entre les deux secteurs, mais c'est plein de bon sens au final. Après, c'est intéressant parce que techniquement, aller reproduire, même si on fait du copier-coller, c'est pas forcément un mal, au contraire, aller reproduire une image d'un photographe qu'on admire, qu'on apprécie, que ce soit pour sa technique, pour son style, pour son univers, pour sa lumière, que sais-je encore, c'est un exercice intéressant parce que ça nous permet de mettre le doigt parfois sur certaines techniques qu'on va pouvoir appliquer à d'autres choses, qui vont peut-être développer notre imaginaire, se dire qu'on n'avait pas pensé à une certaine méthodologie. Ouais, effectivement. Par exemple, j'ai un exemple en tête de Jacques-Henri Lartigue, qui est un photographe fin 19e, début 20e siècle. Je pense que c'est un précurseur dans les travaux du mouvement, les photos en mouvement et le flou de bouger. Et il y a des photos que je trouve absolument fantastiques. Et je n'ai pas cherché à copier ses photos, mais par contre, son procédé, je ne suis pas le seul à le faire, je veux dire, mais surtout aujourd'hui. Mais je veux dire, ça m'a donné envie de travailler le mouvement, par exemple. Donc il y a comme ça des pistes techniques, en fait, qui te font dire « Ok, j'aimerais tester ça, je vais essayer moi aussi ». Et est-ce qu'à l'inverse, tu regardes des photographies de photographes qui ne sont pas forcément dans ton style, qui ne t'inspirent pas forcément, et même que tu n'apprécierais pas forcément. Tu vois, moi, j'ai passé quelques années parisiennes, le temps de mes études de photo, et j'allais voir à peu près toutes les expos qui pouvaient me passer devant les yeux, que j'apprécie ou que j'apprécie pas d'ailleurs, ce qui m'a permis de forger mon œil, d'apprendre un peu plus. Parfois de me dire que plus jamais j'irai voir une expo de ce photographe, c'est arrivé aussi quelques fois, et parfois de tomber sur un coup de cœur absolu que j'aurais pas imaginé. Est-ce que naturellement ça te vient ? Est-ce que tu as des livres de photographes de style qui ne te parlent pas forcément au premier abord, mais qui te permettent parfois d'avoir un œil ouvert sur d'autres pistes aussi ? Oui, parce que ça te met le doigt sur ce que tu n'aimes pas, et c'est important de le savoir. Il y en a quelques-uns. Il y a Araki, par exemple, que je suis pas très très fan. Alors, ça dépend de ses livres, parce qu'il y a des livres qui m'ont beaucoup intéressé, notamment quand il fait des photos sur sa vie quotidienne. Je trouve qu'il a un regard absolument fantastique. Et puis quand il fait ces séries sur la prostitution, les quartiers du sexe à Tokyo, ça me parle moins, c'est beaucoup plus cru, c'est pas... Et moi j'ai du mal avec ces images très crues aussi. Même de, je sais pas, Nan Golding par exemple, qu'à titre personnel j'apprécie pas pour l'esthétique de l'image, ce qui veut pas dire que ce qui est raconté au travers de l'image n'est pas intéressant. Oui, bien sûr. Mais esthétiquement, c'est pas forcément ce qui nous parle. Et pour autant, je pense que j'ai vu toutes les expos parisiennes. Oui, parce que mais c'est intéressant en fait de se confronter à des images qu'on n'apprécie pas forcément. J'ai un autre photographe aussi que j'ai en livre, le nom m'échappe, je crois que c'est Klein quelque chose, qui lui fait de la photo. En fait, le livre, je l'avais trouvé sur ta chaîne en promo. Il y a de bonnes occasions parfois. Sur vente privée, il y a ça des fois. Effectivement, pareil. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est un mec qui photographie des filles nues. On va voir un petit peu comment il traite, quel regard il a sur le sujet. Et c'est tout le temps sexualisé. Alors, consenti par les filles aussi, qui en jouent. C'est un jeu. Mais il y a aucune douceur et élégance. Non, voilà, c'est cru tout le temps. Et j'ai fait, oh là là, j'ai refermé le livre très rapidement. J'y suis revenu par à coup, je l'ai quand même fini, tu vois. Et non, là, je me suis dit, non, ok, en fait, j'aime pas du tout quand on sexualise les filles. C'est bien aussi de savoir ce qu'on veut pas faire. Ouais. C'est intéressant. A contrario, sur un des derniers podcasts, tu as montré un coup de cœur absolu et une fanatitude presque envers Nicolas Soro. Alors ça, c'est pas trop vu dans le podcast. Pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que Thomas était très excité à l'occasion. C'était assez chouette de te voir vivre ce moment. Alors c'est aussi l'intérêt des podcasts pour toi, c'est de rencontrer des gens différents. Nicolas Soro, c'est un photographe bordelais qui fait un travail absolument extraordinaire, que tu admires beaucoup. Je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, à le faire et à aller voir son travail,
parce que c'est assez fabuleux. Là aussi, on est à la limite de la photographie, tellement c'est presque de la peinture. C'est un travail à la fois photographique, à la fois sur le choix de l'impression, du papier, Enfin, c'est un ensemble complet et je sens que ça t'a beaucoup touché de le rencontrer et que vous avez eu des conversations, voilà, vous étiez passionnés par les mêmes choses tous les deux, c'était assez mignon à voir. Non, mais c'est vrai que j'étais tellement content de le recevoir parce que ça faisait un petit moment que je suivais son travail et il y a plein de thématiques qui me touchent comme ça. Alors évidemment, quand il photographie le bassin romantique... je retrouve mon bassin avec un œil très stylisé, c'est fantastique ce qu'il fait, très pictural. Et puis quand il va aux États-Unis, il ramène des photos absolument dingos. Mais même l'approche qu'il a, alors on l'imagine pas en voyant ces images, mais quand il en parle, l'approche qu'il a avec les gens sur place est complètement dingue, c'est hyper intéressant. Ouais, il dit lui-même, il n'est pas un photographe, il est un faiseur d'images. Je trouvais ça super intéressant. Oui, c'est beau. Je l'ai intégré dans mon processus de réflexion même. C'est vrai qu'il y a photographe et quand tu fais plus, quand tu as un procédé quand même assez spécial qui mélange plusieurs pratiques, plusieurs arts, tu fais plus juste des photos, tu fais des images et lui, c'est vraiment là-dedans qu'il est. Oui, ça le définit très très bien, je trouve. Ça le définit bien. Et puis il vient de la pub, donc en fait ça fait sens. Vraiment, j'ai passionné par Nicolas. C'est l'avantage du podcast, ça t'ouvre quelques portes et quelques rencontres plutôt sympas. Ah oui, en un an, j'ai été gâté. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas fini. Il y a encore de beaux épisodes à venir. Tu viens à ton tour d'éditer un livre, Book 2022, pour ne pas le citer. Pourquoi ? C'est dans l'idée de laisser une trace de ton travail ? C'est dans l'idée d'ajouter ton propre livre à ta collection sur ton étagère ? Raconte-nous... Non, pas seulement. Pardon, je t'ai coupé en même temps. J'allais dire, il y en aura au moins un sur mon étagère et un sur l'étagère d'un de nos auditeurs, mais... Ah, mais c'est gentil, merci beaucoup. Il y en aura d'autres. Mais alors, c'était quoi la question ? Pourquoi j'ai fait ce livre ? Pourquoi ? En fait, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je fais de l'autoproduction. Je ne sais pas trop où me situer en termes de comment monnayer mes compétences. Comme tu disais, j'ai un travail à côté. Ce que je fais, je le fais par passion, même si je l'aborde très sérieusement, parce que j'envisage une carrière. C'est un vrai travail que tu fais. Un vrai travail, mais du coup, je ne sais pas comment exactement monnayer mon travail, et mes compétences, je veux dire. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire du livre, parce que j'aime le livre. J'aime découvrir tu aimes l'objet. Voilà, j'aime l'objet, puisque je trouve que, encore plus que dans des expositions, ça pourra peut-être paraître bizarre pour certains, mais encore plus que l'exposition, je trouve qu'on contemple mieux les photos dans un livre, si tant est que l'impression soit bonne évidemment, mais tu prends le temps de regarder l'image, elle est chez toi, Moi, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure. Moi, j'aime aussi l'émotion parfois de voir un tirage original avec toute la subtilité qu'il peut y avoir et le choix du papier, le choix du format aussi qui est souvent pas anodin. Je ne vais jamais à Paris sans faire un tour à la Maison européenne de la photographie, par exemple, où j'adore aller voir des expos. J'ai une vraie affection pour ça, et pour autant, le livre a un intérêt un peu différent dans la sélection d'images parfois qui est faite, dans ce qui peut être raconté autour, parfois dans un texte un peu long, parfois dans une préface, parfois dans juste les légendes, dans le temps qu'on a aussi pour en profiter. Dans une expo, on a parfois du monde, on a parfois un timing à respecter, on n'a pas forcément la distance idéale par rapport à l'image. Sur le livre, c'est vrai qu'on peut créer le bon espace pour le faire. Moi, j'aime bien mettre de la musique, prendre le temps, et c'est un petit moment de plaisir aussi. Effectivement, mais j'aime aussi l'exposition. Je disais pas que ça. Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est sûr que même moi, pour découvrir des photographes, je préfère le livre que l'exposition, quand même, malgré tout. Oui, en première approche. Vraiment, le livre m'intéresse beaucoup. Bon, pour vendre du livre, il faut quand même être assez connu. C'est pas trop mon cas, donc c'est quand même difficile. Mais là, le but de ce livre, en fait, c'était de faire de publier les meilleures photos d'une année. C'est pour ça qu'il s'appelle Book 2022 d'ailleurs. Et t'en as fait en 2022. En 2022, je crois que c'est l'année où j'en ai plus fait. Une production complètement dingue là. Oui. Là, j'ai charbonné, j'avoue. Ça représente combien d'images dans le livre, tu sais, à peu près Il y a 100... Mince, je ne veux pas te dire de bêtises, parce que j'ai fait une première maquette à 120 pages, je crois qu'il y en a 110 sur l'édition finale. Et ça commence à représenter un peu. Oui, avec beaucoup de séries. Je me suis amusé, c'est marrant, parce que évidemment que je ne crée pas toutes ces séries tout le long de l'année pour qu'elles fassent un tout commun. Oui, bien sûr. Mais je me suis amusé quand même à les confronter dans le livre, et en fait, il y a quand même une cohérence. Oui, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, donc c'est assez étonnant. Je l'ai vu comme ça, argentique, numérique, j'ai tout mélangé en fait.
Et voilà, et je l'ai mis en vente. C'est un joli projet. C'est aussi l'idée de faire autre chose de tes images que de les publier sur Internet, j'imagine. Oui, parce que alors ça me frustre oui. énormément. Alors ça me frustre parce que, alors on parle d'Instagram principalement parce que c'est là où je suis actif. Ça me frustre parce que c'est une plateforme éphémère, donc tu postes un jour et puis les photos, tu vois, il y a les photos d'il y a un mois, tu les vois plus, donc c'est quand même assez particulier. Et qu'est-ce qui me frustre d'autre ? Je voulais dire un autre truc, j'ai oublié déjà. C'est pas grave. On avait eu cette conversation, enfin tu as eu cette conversation, j'ai l'impression de l'avoir vécue à ta place, avec Émilie Echen, qui a, je trouve, un regard très pertinent justement sur le monde des réseaux sociaux, d'Instagram en particulier, pour ne pas le citer. Ah ça y est, je me rappelle ce que je voulais dire. Ah, vas-y, dis-nous. Le grand format. Je travaille mes photos en grand format parce que je vois les images avec mes yeux, donc déjà c'est grand format. C'est grand. Je retouche mes images sur un très grand écran, donc elles sont grandes, et de les voir si petites sur les téléphones des gens, ça me frustre Même tellement. si les écrans sont un peu plus grands aujourd'hui, ça reste quand même pas complètement dingue. Pas suffisant. Ouais. Donc, voilà, pardon, je t'ai coupé, mais j'ai retrouvé ma pensée. Souci, t'inquiète pas. Donc je disais que tu as eu cette conversation avec Émilie Echen sur je ne sais plus quel épisode du podcast, je n'ai plus le numéro en tête, mais vous le retrouverez, concernant Instagram, où elle disait de manière très juste, je trouve, que quoi qu'il arrive, ça reste des spectateurs de tes images, et si tu as 15 personnes qui likent une photo, ce qui paraît aujourd'hui complètement ridicule, et on en espère des centaines et des milliers, et que sais-je encore, mais en fait ce sont 15 personnes qui ont pris le temps de regarder ton image, qui ont pris le temps de la liker, qui l'ont regardé, qui ont presque vu une petite exposition éphémère sur leur téléphone portable, alors même s'ils ne se sont pas déplacés physiquement dans une salle ou qu'ils n'ont pas ouvert un livre, ils ont pris ce temps quand même pour regarder ton image, et ce sont de vrais spectateurs. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois toi aussi ? Est-ce que c'est... T'as pas l'air. Vous ne voyez pas le regard de Thomas, mais... Ça voulait tout dire. J'ai trouvé le concept intéressant, même si c'est pas forcément facile, parce qu'aujourd'hui on est toujours dans la course au like, mais c'est pas simple de se détacher de ça. Comment toi tu le vis ? Oui, alors, en fait, je suis plutôt d'accord avec Émilie, en plus. On le voit dans le podcast. Moi aussi, dans le fond. Dans la réalité, c'est pas forcément si simple. C'est pas simple. Moi, j'ai un espèce de rapport amour-haine avec Instagram. Et effectivement, ce que dit Émilie, c'est juste. C'est-à-dire que s'il y a 15 personnes qui ont regardé ton travail, l'ont liké, c'est 15 personnes qui ont vu ta photo. C'est assez limite pour moi après, parce que c'est 15 personnes qui ont peut-être vu ta photo pendant une seconde, qui ont peut-être pas vu tout le carrousel, qui n'ont peut-être pas lu la description, donc c'est assez limite, je trouve. Allez, disons 15 personnes qui ont commenté. Ah, ça c'est encore plus dur, ça. C'est mieux. C'est beau, ça. 15 personnes qui commentent, c'est beau. Ouais, là, on commence déjà à être un petit peu mieux. Bon, tu vois, c'est quand même un peu plus mitigé, mais elle est plus optimiste que moi, Émilie aussi, d'une manière générale, donc ça va aussi avec sa chaleur, je trouve. Et comment je le vis, moi, je me suis un peu détaché quand même. Alors, c'est particulier parce que je ne montre mes photos que par Instagram aujourd'hui, donc je suis un peu dépendant de ce réseau malgré moi, même si je m'en plains, je suis là. Donc j'ai des choses, je peste beaucoup, notamment sur la censure aussi. Et bien sûr, tu peux pas tout montrer. Je peux pas tout montrer. L'année dernière, je me suis mis au nu, j'ai fait 4-5 séries de nus. Et t'es obligé de cacher. Cacher ou pas montrer en fait. Et donc du coup, c'est des photos qui restent sur mon ordinateur, je peux rien en faire. Elles ressortiront probablement un jour, c'est pas le problème, mais donc voilà, j'ai un rapport un peu mitigé, mais je m'en suis quand même détaché. Au début, j'étais beaucoup plus très porté sur les statistiques, comme beaucoup de personnes. Et encore plus au début. Encore plus au début, ça me fait du mal. J'ai vu à quel point ça me faisait du mal. Je m'en suis détaché. J'ai enlevé, par exemple, un truc tout bête que je conseille à tout le monde. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, c'est de désactiver le nombre de likes. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait aussi sur les posts que je vois. Et rien que ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai, on est un peu moins dans la course. On a publié, ça se passe bien, il y a des commentaires, il se passe des choses, mais... Le danger d'Instagram là-dessus, quand on est créatif, que ce soit photo ou autre chose, c'est l'effet de comparaison. C'est ça qui est terrible en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison, on a tous un style différent, une sensibilité différente. Non, bien sûr, mais c'est humain. Mais c'est humain, mais c'est décuplé par Instagram, je trouve. C'est vrai, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Oui. Les réseaux sociaux ont ça de malheureux que tous les sentiments sont décuplés, les bons comme les mauvais d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, pour ça. Rapport amour-haine. C'est un bon résumé. Oui. Parlons un peu de matos.
si ça te Oui, va. ça me va. Alors, je vais pas te demander tout de suite comment tu es équipé. Ouais. On va faire un peu rêver les gens avant ça. L'un des avantages d'être podcasteur pour Panajou, et pas que, puisque maintenant tu fais partie intégrante de l'équipe pour nous, c'est que certes tu rencontres des gens intéressants, mais tu peux aussi régulièrement tester du matériel, d'à peu près toutes marques confondues. Du coup, je suis quand même très curieuse. J'aimerais que tu fermes les yeux, que tu t'imagines mettre tous les boîtiers, toutes les optiques que tu as pu essayer dans ta tête. Tu secoues un bon petit coup. Et qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi ton matos parfait? Allez, t'as le droit de prendre des caractéristiques de partout. Ah oui, c'est-à-dire que je cite pas un boîtier, je fais... Ah ouais, vas-y. Là, je veux Dessine-moi ton boîtier parfait, là. Fais-moi rêver. Peut-être que ça inspirera quelques marques, on sait jamais. Mais il va coûter cher, c'est ça le problème. Vas-y, fais-toi plaisir. On est nos limites aujourd'hui. Je crois que je voudrais le capteur du Hasselblad XD2, déjà à 100 millions de pixels. C'est pas mal. Sur un grand format, c'est joli. C'est énormissime. J'ai travaillé une fois avec et je m'en remets pas. Je voudrais l'ergonomie de Nikon. Okay. Du Z9, j'imagine. Du Z9, ouais. Double poignée, c'est quelque chose qui me chauffe beaucoup. En optique, je sais pas, en optique, j'ai pas forcément de préférence. J'aime beaucoup les optiques Nikkor, mais... Alors, quelle focale, quelle ouverture? Moi, je suis très polyvalent. J'ai besoin d'un 24-70 minimum ou un 24-120, 24-100, quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit coup de cœur en ce moment sur le 24-120 Nikon en monture Z, qui a l'air de revenir dans ta tête, là, du coup, sur ton optique parfaite. C'est pas mal. Oui, parce que parce que moi, parlons du matériel que j'ai, que je possède, je vais y arriver à le dire. Moi, je travaille avec le Lumix A5 depuis 2019. Il est sorti en 2019, de toute façon, et j'ai le 24-105. Et c'est comme ça que j'ai eu cette focale. C'est la première fois que j'ai eu cette focale, en fait, en zoom. Et ça me permet d'être hyper polyvalent. Donc, je suis resté pas mal ancré là-dessus, quoi. Voilà, et après, que te dire d'autre, je sais pas. En objectif, non, je sais pas trop. Parce que toutes les marques font des plutôt bons objectifs maintenant. Donc le capteur du Hasselblad, l'ergonomie du Z9, l'autofocus... Alors moi, j'ai pas entendu l'autofocus du Z9 pour le coup. L'autofocus du Z9, ça marche bien. C'est bon, mais sinon on peut aller lorgner du côté de Sony, parce que c'est vrai que l'autofocus... un super AF aussi, on peut pas tester. Autant je suis pas hyper fan de Sony, mais j'avoue que l'autofocus est quand même vénère. Ouais, en termes d'électronique, ils déboîtent quand même. Oui, ils n'ont pas révolutionné le marché pour rien quand même. On peut leur accorder ça. Il faut leur admettre, c'est sûr. Voilà, c'est déjà bien, non? C'est déjà pas mal, déjà pas mal. Du coup, toi aujourd'hui, équipé en Panasonic, ce choix pour la photo, pour la vidéo, pour mixer un peu les deux? En fait, c'est un héritage de ma carrière de vidéaste. Parce que j'ai le premier système, le boîtier pro expert, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment expert, mais le premier vrai boîtier que j'ai acheté, c'était le GH3 à l'époque. Je sais plus quand c'était, 2010, 2011, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais c'était hier. C'était oui, mais bon, pendant longtemps j'ai fait avec une caméra amateur. Pendant plusieurs années, j'ai réalisé des clips de musique avec une caméra Sony de grand public que j'avais acheté à la Fnac. Comme quoi, le matos ne fait pas tout, loin de là. Et donc du coup, ça vient de là, On a l'expérience de certains de nos clients photographes qui sont équipés avec du matériel... comment dire, pas amateur, mais pas professionnel, sur du grand public. Oui, bien sûr. Et qui font du boulot absolument extraordinaire, et qui, le jour où ils ont envie de switcher vers du matériel pro, vont gagner en confort, en ergonomie, et en fait, vont pas faire de plus belles photos. Bien sûr, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. C'est pas du tout une notion de appareil plus cher, appareil plus gros, meilleure photo. Absolument pas. C'est un confort. C'est ça. C'est un confort de travail. Moi, si tu as un meilleur boîtier, c'est en prise de vue que tu le ressens. Oui, c'est ça. Notamment. En ergonomie, en confort de travail, en autonomie, en résistance, en durée dans le temps. On y gagne beaucoup, mais pas forcément sur la qualité pure des photos et des images en général, photos et vidéos d'ailleurs. Même si aujourd'hui, avec les évolutions des autofocus continus en vidéo, etc., on gagne beaucoup, mais bon, ça reste quand même assez fou de se dire qu'aujourd'hui, on peut investir 2000 € de matériel et commencer à bosser, alors que certains pourraient imaginer avoir besoin de poser un billet de 10 000 sur la table et pas pouvoir bosser avant ça.
Ben oui, j'en suis passé par là justement pendant de longues années, donc je peux te dire oui, un grand oui. Parce que finalement, le GH3, c'est pas non plus un boîtier expert, je me trompe, c'est plutôt... Enfin, si, c'était quand même un bon boîtier. Et le GH5 après que j'ai acheté, et puis après, quand j'ai voulu passer à la photo, j'ai voulu passer au plein format, et vraiment la même année... Panasonic a lancé le Lumix S1, c'est son premier. C'était absolument vraiment... perfect timing. Et comme j'étais habitué à Lumix et que j'avais pas du tout essayé d'autres marques, à cette époque-là, je venais juste de commencer en photo, tu vois, donc ça me paraissait logique d'évoluer dans le même système avec la même marque. Et c'est vraiment avec mes liens avec Panajou et aussi l'Argentique qui m'a fait essayer plein de boîtiers différents, de plein de marques différentes, qui fait qu'aujourd'hui j'ai un recul quand même sur, non pas le meilleur boîtier, ça n'existe pas, mais celui qui me correspond le mieux, et la marque qui me correspond le mieux aujourd'hui, c'est Nikon. T'as vu, je l'ai dit en gueulant là. J'allais y venir, puisque tu es équipé en Panasonic, mais tu es un fan absolu de la marque Nikon. Je suis d'ailleurs curieux de savoir si t'as pas un tatouage prévu avec un Nikon F quelque part. J'oserais pas, non. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Mais tu aimes la marque pour le matériel, pour l'histoire, pour ce qu'elle véhicule, et un peu plus encore. Je sais que Pierre, au magasin, il y a peu... je crois que c'est Pierre, t'as offert un livre sur l'histoire de Nikon. Mais pas que, il m'a offert des goodies aussi. Non, mais voilà. C'est incroyable. Un jour, je te ramènerai des chaussettes Nikon, tu verras. Je vais les mettre. Mais c'est une marque qui te parle, et pas que pour le matériel. Oui. Pourquoi tu t'expliques ça comment? C'est un univers qui t'attire? En premier lieu, c'est les boîtiers qui me tombent dans la main, si j'ose dire. Ça a commencé avec l'Argentique. J'ai acheté avec lequel? J'ai acheté le F801 début 90. J'ai fait mes tout premiers mariages avec un F801. Ah, mais tu vois. Et quand je l'ai eu, celui-là, j'ai fait ah oui, c'est chouette, ça tombe dans les mains le truc quand même. Puis après le F4, le F5, le F3. Après, j'ai une petite collection Nikon malgré tout. Tu les as tous encore? Non. Oui, je les ai. Oui. Mais j'ai pas tous les boîtiers, c'est ça que je veux dire. Mais tout cela, tu les as chez toi? Oui, je les garde très précieusement. Donc déjà en premier lieu ça, et puis en fait comme je voyais que c'est des boîtiers avec lesquels j'aimais beaucoup travailler, je me suis intéressé, comme je suis très curieux comme garçon, donc je me suis intéressé à l'histoire de Nikon. J'ai réussi à choper un livre en import qui a jamais été traduit en français, qui explique toute l'histoire de la marque. J'ai pas encore tout lu parce que c'est très exhaustif, et qui fait le détail de toutes les sorties, boîtiers, objectifs, tout, enfin la totale. Donc je me suis passionné pour l'histoire de Nikon. Et aujourd'hui, je devrais pas le dire, mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi je sais pas comment l'exprimer, mais il y a un petit côté outsider, parce que je trouve que Nikon est boudé, sous-estimé. Ils ont aussi leur tort par rapport à ça, parce que pendant des années, ils ont été pas très performants, on va dire, en tant que concurrents. Des marques comme Sony ou Canon ont pris de l'avance sur eux, sur la catégorie des hybrides. Donc en effet, il a fallu qu'ils se remettent un peu dans le marché et qu'ils rattrapent leur retard. Avec le Z9, je trouve qu'ils ont sacrément rattrapé, même si ça reste quand même un boîtier très onéreux, donc c'est pas pour tout le monde, mais bon, ils ont quand même une sacrée offre, je trouve. Ça a été un vrai succès, le Z9, et ça a permis aussi d'apporter de vraies améliorations électroniques aux boîtiers précédents. Au Z6 II, Z7 II, ils ont également sorti une gamme un peu plus légère sur des capteurs APS-C, ça leur manquait. Ils recommencent à prendre une vraie place sur le marché, sur l'hybride. Tout à fait, et ce côté outsider me plaît beaucoup, moi. C'est plutôt chouette, mais il va falloir programmer un petit voyage au Japon pour aller visiter le siège. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. Avec le musée qui est complètement dingue, je rêve de voir ça aussi. J'en serais fou. Je pense que c'est un vrai truc à voir. Ouais. J'ai vu un musée de la photo à Singapour, pour ceux qui ont l'occasion un jour d'aller là-bas, génial, qui est dans une maison en forme d'appareil photo, c'est chouette, on rentre par l'objectif, c'est absolument génial. Comme la lumière. Ils ont toute la gamme argentique Nikon au complet, avec un certain nombre de boîtiers et d'optiques qui sont découpés au laser en deux, dont on voit l'intérieur, c'est fou à voir. Mais je sais que c'est une partie infime de ce qu'on peut trouver au Japon au siège, donc je rêve de voir ça un jour. Moi aussi. Alors c'est pas demain la veille parce qu'ils sont très hermétiques les Japonais. Ouh là là. Qui sait, on a le droit de rêver un petit peu, non? Oui. Merci Thomas de t'être prêté à l'exercice. J'imagine que c'est pas facile de laisser ta place et de répondre aux questions. C'est un peu facile, non, ça va. J'ai été bien avec toi, tu m'as mis en confiance, tout va bien. Non, mais par contre, c'est curieux parce que de se retrouver de l'autre côté du micro, de pas interviewer, ça fait bizarre. C'est comme un photographe, ça me fait venir une nouvelle question. C'est comme un photographe qui est photographié. On te voit pas souvent.
en photo. C'est volontaire ? Non, parce que... oui, c'est que personne ne te photographie ? Personne ne me photographie. Là, j'ai un autre truc en tête, c'est le cordonnier mal chaussé, le plus mal chaussé, tu vois, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et aussi, je suis très mal à l'aise. Ouh là là. Émilie, justement, nous a pris en photo avec mes 5 muses, tout ensemble, autour de moi. Mais je savais pas comment poser. Est-ce qu'il faut que je les enlace ou est-ce qu'il faut que je reste droit ou qu'est-ce que je fais quoi comme tête Je vois bien le genre. Mais c'est fou parce que moi je sais diriger les gens, mais moi je sais pas me diriger moi-même. C'est toujours difficile quand c'est soi-même. J'avais l'air ridicule. Bon, ça me rassure, j'avais peur que ça te fasse cet effet-là aujourd'hui, donc non, merci en tout cas. Merci à toi. La conversation était très chouette, j'ai appris beaucoup de choses sur toi, je pensais te connaître, mais tout compte fait, il m'en restait encore. Donc j'espère pouvoir continuer à en découvrir toujours un peu plus. Je pense que oui, puisqu'on est amené à travailler ensemble encore quelques temps. Il y a de nouvelles séries à venir, j'en suis sûre. J'invite tous nos auditeurs à te retrouver sur Instagram et sur YouTube, sur ton site internet aussi. On fait quoi ? On tape DevTom un peu partout et on te trouve ? Oui, je pense que je suis plutôt bien Hein, référencé. Mais DevTom partout, ça marche. Pour finir, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Retrouvez-nous sur notre page Instagram où un des exemplaires du book 2022 de Thomas sera à gagner. Voilà, donc j'espère que vous avez bien tout écouté jusqu'au bout, puisqu'une petite question cachée sera posée sur notre compte Insta. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la page Instagram sur laquelle est regroupée toute l'actu de la Maison Panajou. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description de ce podcast. Merci à vous et à très bientôt pour le prochain épisode. Et promis, cette fois-ci, je laisserai le micro à Thomas. D'accord, merci. Merci beaucoup.